Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, pour le sport, nous allons parler de la course aux séries éliminatoires à la LNH. Et ensuite, pour notre rubrique faits divers, nous allons entamer la dernière ligne droite de l'ère Sean Connery avec le 5e James Bond, On ne vit que deux fois. Donc, commençons avec les équipes de la division Est qui sont qualifiées, ainsi que les équipes qui sont en voie d'être qualifiées. Chloé, je te laisse la parole. Merci Raphaël. Donc, les équipes qui sont qualifiées en série présentement et qui ça a même été confirmé, il y a les New York Rangers, Caroline, Boston et les Panthers. Eux, ils peuvent relaxer jusqu'aux séries, mais moi, si je serais eux, je continuerais de jouer mon plus fort pour récolter le plus de points possible pour bien montrer mon nom. Ça, c'était les 4 premiers du classement qui sont qualifiés. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a Toronto en 5e position avec 93 points. Et ceux en dessous de eux, c'est le Lightning avec 89 points. Si je serais les Leafs, je garderais quand même un œil derrière moi, car oui, il reste une dizaine de parties, mais s'ils font juste des défaites et que Tampa lâche pas, Toronto perdrait sa place. Disons que 89 et 93 points, c'est pas une très grosse différence, et les deux ont joué 73 matchs chaque. N'oublions pas qui est rentré dans la course, et oui, les Capitals avec 82 points montrent qu'ils veulent vraiment rentrer dans les séries. Moi, j'aimerais vraiment que les Capitals rentrent en série. C'est une équipe impressionnante et très fun à écouter avec Ovechkin qui s'est enfin réveillé. Si je regarde les équipes qui ont fait les séries l'an dernier, il y a Boston, Leafs, Lightning, Panthers, Hurricanes, Devils, Rangers et Islanders. Donc si on regarde bien, ce sont quasiment les mêmes équipes qui se sont qualifiées, sauf pour quelques qui n'ont pas fait les mêmes efforts que l'an dernier et d'autres qui sont qualifiés, qui sont plus forcés cette saison. Et pour les équipes de l'Ouest, je laisse la parole à G. Merci Chloé. Donc, on va entamer avec la division centrale de l'Ouest. Donc, les équipes qualifiées pour les séries en ce moment, on a les Stars de Dallas et l'Avalanche du Colorado. Et pour la division Pacifique, les Canucks ont enfin pu se qualifier pour les séries. Et ceux qui sont à la 3e place de la division centrale, c'est les Jets avec 94 points. Et pour la division Pacifique, les Golden Knights qui se sont remis quand même sur le droit chemin avec 90 points. Donc, on va y aller plus approfondi avec les équipes. Donc, pour les Stars de Dallas, c'est Wyatt Johnston qui mène au but avec 29. Jason Robertson qui a un peu fait comme Cole Caulfield, qui se met plus en mode passeur que marqueur, qui a quand même 49 passes pour un total de 76 points cette année. Donc, on a d'excellents pointeurs, encore une fois, chez les Stars, qui ont une équipe, oui, qui vieillit, mais qui vieillit dans la bonne direction. Ce que je veux dire par là, c'est que des gros joueurs qui prennent de l'âge, comme par exemple Joe Pavelski, a quand même 26 buts, 37 passes, dont 63 points. Donc, même s'il y a de la vieillesse dans l'équipe, on a de la constance offensivement. On a aussi Roope Hintz avec 28 buts, 34 passes pour 62 points. Le nouvel acquis Matt Duchene, 24 buts, 38 passes pour une excellente saison de 62 points. Et comme j'ai dit, Wyatt Johnston avec 29 buts, 30 passes pour 59 points. Sans oublier aussi, pour quelqu'un qui prend aussi de l'âge, Jamie Benn avec 18 buts, 36 passes pour un total de 54 points. Du côté des Stars, on réussit aussi à produire défensivement. Dans le cas de Miro Heiskanen, c'est 8 buts, 40 passes. Une bonne saison de 48 points en 64 matchs. Aussi dans le cas de Thomas Harley, 15 buts, 25 passes en 72 matchs pour un total de 40 points. Donc, autant pour les joueurs en attaque qu'en défense, on réussit à produire offensivement des deux côtés. Juste un petit mot sur Roope Hintz, puisque les Stars s'en vont en série éliminatoire. C'est un joueur quand même assez important au sein de l'équipe, surtout en série. L'année passée, en série, en 19 matchs, il a eu 10 buts, 14 passes pour un total de 24 points.
ce qui lui donne 1,26 de points par match. Donc Rupin, c'est un joueur essentiellement reconnu pour sa vitesse et sa capacité à mettre le puck dans le net, comme on dit en bon français. Donc ça va être un joueur très important. Si les Stars peuvent réussir à être une équipe très dominante dans l'Ouest cette année, malgré la moyenne d'âge des joueurs au sein de l'équipe. Maintenant, du côté de l'Avalanche, on peut évidemment pas éviter Nathan MacKinnon, qui a littéralement la saison de sa vie, 47 buts, potentiellement le prochain marqueur de 50 buts, et 80 passes, pour un total de 127 points. Donc Nathan MacKinnon, lui, évidemment, un gagnant de la Coupe Stanley, qui pourrait potentiellement amener son équipe pour une deuxième Coupe Stanley en 3 saisons. Donc ça va être intéressant à voir de ce côté-ci. Je vais maintenant y aller du côté des Jets de Winnipeg. Donc, on a Kyle Connor qui mène son équipe avec 30 buts. Josh Morrissey qui mène les passes avec 51. Et Mark Scheifele qui a silencieusement une très bonne saison avec 65 points. Par exemple, pour l'équipe, c'est très difficile en cette fin de saison. Donc, à leurs 6 derniers matchs, c'est un total de 6 défaites. La dernière qui était contre Ottawa, qui ont battu les Jets 3-2. Donc, du côté des Jets, ça va être extrêmement important, premièrement, de se ramasser, puisque offensivement, ça ne produit pas assez, même malgré la saison quand même assez époustouflante de Kyle Connor, qui, malgré sa blessure dernièrement, en milieu de saison, a quand même un 30 buts. Donc, encore une fois, des joueurs qui peuvent être importants, Kyle Connor, Josh Morrissey et Mark Scheifele. Donc, les Jets, l'année passée, ça n'a pas bien été en série. Ils se sont fait sortir en 5 ou 6 matchs limite. Donc, ils ont quand même une excellente saison. 90 points, c'est quand même pas rien. Connor Hellebuyck qui a une excellente saison, encore une fois, qui pourrait se mériter le trophée Vizina à la fin de la saison. Donc, ça va être à voir. Mais les Jets, quand même, il faut garder cette équipe-là sous le radar. Ensuite, la grosse puissance de l'Ouest et la grosse surprise cette saison, les Canucks qui ont enfin obtenu leur 100e point de la saison et avec une équipe qui continue d'être extrêmement féroce offensivement autant que défensivement. Donc, Brock Besser qui a marqué son 39e but cette année. Quinn Hughes qui a 69 passes cette année, une excellente saison pour le défenseur. Et JT Miller, une saison assez remarquable. S'il continue comme ça pourrait être sa deuxième saison de 100 points au sein des Canucks de Vancouver. Quinn Hughes qui a une statistique plus ou moins de 38, ce qui est encore une fois très excellent. Elias Pettersson, 84 points. JT Miller, comme j'ai dit, 94. Et Brock Besser, quand même 69 points pour un gars qui a marqué presque pas 20 buts l'année passée. Quand même son 39e, donc ça va être... donc c'est vraiment un core 4 en JT Miller, Pettersson, Quinn Hughes et Brock Besser. Ça va sûrement être ces 4 joueurs-là qui vont faire la différence en série. Encore une fois, dernièrement, ça n'a pas été super pour les Canucks de Vancouver. Ils ont laissé échapper plusieurs matchs qui sont extrêmement importants cette fin de saison. Donc, 2 scénarios s'offrent aux Canucks de Vancouver. Soit ils vont extrêmement bien performer en série, soit ça va être un peu un scénario Bruins de Boston de l'année passée, donc se faire attraper la main dans le sac, disons. Donc, les Canucks de Vancouver, une équipe qui va être extrêmement intéressante à surveiller en série. Ça, c'est sûr que n'importe quel fan de hockey va les observer avec un microscope, si on veut. Donc, à suivre pour les Canucks en série. Peut-être une Coupe Stanley, peut-être un échec, c'est à voir. Passons maintenant aux Oilers d'Edmonton. Zach Hyman, qui a lui aussi la saison de sa vie avec 52 buts. Et ça, c'est sans parler de Connor McDavid avec ses 96 passes cette année. Donc, s'il peut franchir le cap des 100 passes, ça serait assez incroyable. Connor McDavid, lui, qui a 125 points cette année, pour l'instant, qui est 3e meilleur compteur de la Ligue nationale. Matthias Ekholm avec une statistique de plus ou moins de 40. Et Leon Draisaitl, qui est un peu plus subtil cette année. On le voit que c'est un joueur qui peut marquer des grosses saisons de 50 buts, mais il est plus au ralenti cette année. Ça ne change pas que c'est un joueur, c'est un X-Factor dans cette équipe-là.
Donc en série, évidemment, Zach Hyman, McDavid, Ekholm, Draisaitl, Stuart Skinner qui peut peut-être être un gardien qui lui aussi peut faire la différence. Ça va être aussi à voir. Quand même 33 victoires cette année, c'est assez exceptionnel malgré le début de saison extrêmement pénible et difficile des Oilers cette année. Donc les Oilers qui sont depuis le début de la saison les favoris pour gagner la Coupe Stanley. Donc je dirais qu'après les Canucks, on peut peut-être compter les Oilers d'Edmonton comme la puissance de l'Ouest. Donc, ça va être des séries éliminatoires très, très divertissantes du côté de l'Ouest. Je finis maintenant avec les Golden Knights de Vegas. Jonathan Marchessault qui est aussi un peu maintenu sous le silence. Quand même 40 buts cette année. 40 buts pour le Québécois. C'est Mark Stone qui mène les passes avec 37, lui qui est blessé, qui est sur la liste des blessés à long terme. Jonathan Marchessault, lui, qui a 63 points. Donc, du côté des Golden Knights, ça a été un début de saison record, absolument incroyable pour une équipe qui venait de gagner la Coupe Stanley. Donc, au début de la saison, les Golden Knights de Vegas ont été 12-1-0 en début de saison. Ça, c'est un record pour une équipe qui vient de gagner la Coupe Stanley. Par exemple, les derniers mois, le milieu de saison, très particulièrement, a été extrêmement difficile. Du 27 janvier au 9 mars, les Golden Knights ont eu un total de 11 défaites. 11 défaites dans un intervalle d'environ 1 mois et demi. Donc ça les a malheureusement mis dans de sales draps. Ils ont fait partie du wildcard pendant les dernières semaines, mais ils se sont remis à la 3e place de leur division. Donc évidemment, les Golden Knights, ça va être une équipe aussi à surveiller pour peut-être un back-to-back Stanley Cup Champions, mais ça va être à voir, parce que les Golden Knights, quand même, manquent un gros joueur de centre en Mark Stone, mais ils ont encore des Jack Eichel et sont allés chercher des gros gars pour les séries éliminatoires, dont Noah Hanifin et Thomas Hertl. Ça va être très intéressant à analyser en série. Merci, Jay. Pour ma part, je vais y aller des équipes dans le carré d'as pour les séries éliminatoires, ou en fait pour ceux qui tentent de se qualifier pour les séries. On va y aller du côté de 3 équipes, donc Tampa Bay, Philadelphie, Détroit, parce que les Islanders et les Devils, avec respectivement 77 et 76 points, malheureusement, selon moi, sont beaucoup trop loin pour espérer avoir une place en séries éliminatoires, à moins que vraiment les deux équipes gagnent leurs 9-10 derniers matchs, et puis que toutes les autres équipes, dans le fond, gagnent aucun match. Ça serait à peu près la seule façon pour eux de rentrer. Puis si on regarde vite les Islanders, pour moi, un des plus gros problèmes cette saison, ce qui a fait en sorte, dans le fond, qu'ils vont pas participer aux séries, c'est vraiment leur jeu défensif. Les Islanders ont un différentiel de moins 29 cette saison, ce qui est pas vraiment de leur habitude. Normalement, c'est une équipe vraiment défensive, marque pas beaucoup de buts. Ça, depuis quelques saisons, on remarque ça. Mais était toujours très bon en défensive. Puis cette saison, vraiment, ça s'est écroulé. D'ailleurs, il y a eu le congédiement du coach et l'arrivée de Patrick Roy. On pensait au début que ça allait peut-être changer les choses, mais malheureusement, après un quand même bon départ pour eux, quand Roy est arrivé, ça s'est gâté. Puis encore là, on est quand même 4e dans le carré d'as pour le moment, mais à 77 points, ça va être quand même très difficile à remonter. Du côté des Devils, eux, 76 points. La plus grosse faiblesse des Devils, c'est vraiment devant le filet. Puis, on a eu la chance cette saison de faire des transactions pour amener un gardien de but. Malheureusement, ça ne s'est pas conclu. Puis, on a décidé à la date limite d'aller chercher Jake Allen du Canadien. Depuis son arrivée, Jake Allen, ça va quand même bien pour lui avec les Devils. Mais j'ai l'impression qu'ils ont bougé trop tard du côté de la direction. Puis, malheureusement, ça se reflète dans les performances. Et eux, au 5e rang des équipes repêchées, j'ai l'impression que pour eux, c'est vraiment terminé. Donc, on va y aller pour commencer avec le Lightning de Tampa Bay.
C'est la première équipe repêchée présentement avec 89 points, dont 41 victoires. Un bon différentiel quand même de plus 20, ce qui est pas si mauvais. Il y a plusieurs choses qui font en sorte que le Lightning est présentement premier au repêchage et qu'ils sont proches, dans le fond, à 3 points seulement, des Maple Leafs au 3e rang de leur section. Ça s'explique dans le fond, depuis le début du mois de mars, le Lightning a eu 19 points sur une possibilité de 22. C'est un réveil de Vasilevskiy après une saison, il faut dire, très difficile. Ça a été très dur pour lui. Il faut se rappeler, il a été blessé au début de la saison au dos, a eu une opération en plus, a été absent jusqu'au début décembre. Puis, même lui l'a admis en entrevue. Depuis son retour, ça a été vraiment difficile de retrouver ses repères, de s'aider vraiment, de revenir en forme plutôt. Ça a été le plus gros défi pour lui. Puis vraiment, depuis le début du mois de mars, ça a été un mois excellent pour le Lightning. Et ça a été un mois excellent pour lui aussi. A accordé beaucoup moins de buts qu'il a accordé au cours de toute la saison depuis son retour au mois de décembre. Et permet vraiment au Lightning d'espérer un retour en série. Il ne faut pas oublier que le Lightning a gagné 2 coupes consécutives il y a quelques années. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, des joueurs comme Palat, Killorn. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a Sergachev qui s'est blessé il y a quelques mois aussi pour le reste de la saison. Donc, malgré toutes les blessures, malgré les départs depuis plusieurs saisons, le Lightning ont quand même un noyau de joueurs qui connaissent comment finir bien la saison pour espérer rentrer très fort en série. Donc, je pense vraiment que le Lightning peut être vraiment dangereux, malgré que tout le monde au début de la saison disait que ça pouvait être la saison où le Lightning ne ferait pas les séries, justement à cause de la blessure de Vasilevskiy. Mais comme je viens de le dire, depuis le début du mois de mars, c'est vraiment une équipe complètement transformée. Et je tiens à dire aussi que c'est peut-être du fait que le Lightning ont acquis Anthony Duclair des Sharks. Depuis son arrivée, en 9 matchs, c'est 5 buts, 4 passes pour 9 points, et puis un différentiel de plus 5. Donc, c'est un ajout très important au niveau de l'attaque du côté du Lightning. Il ne faut pas oublier aussi qu'Anthony Duclair apporte beaucoup de vitesse à une équipe, disons, un peu vieillissante à l'attaque. Un joueur aussi qui passe sous le radar, si on veut, cette saison, on n'en parle pas beaucoup, c'est Brayden Point. Au début de la saison, Brayden Point, ça avait mal commencé. Il y avait un début de saison très difficile. Plusieurs personnes pensaient aussi qu'au niveau total de buts, ça n'aurait pas pu dépasser 30 cette saison. Et puis, juste comme ça, 42 buts, 39 passes, 81 points pour Brayden Point, qui, malgré tous les détraqueurs, fait quand même une saison remarquable. Oui, peut-être ne se rendra pas à 50 buts comme la saison dernière, mais déjà une moyenne de 40 buts par saison, c'est excellent pour lui. Du côté de la deuxième équipe repêchée présentement, c'est les Flyers de Philadelphie. Alors, une équipe qui, honnêtement, si on regarde leur effectif et ce qu'ils ont fait l'an dernier, sont aucunement supposés d'être à la place qu'ils sont présentement. C'est une saison remarquable qu'ils ont réussi à faire malgré plusieurs problèmes. Donc, premièrement, il faut se rappeler qu'en début de saison, ou un peu après le début de la saison, il y a eu le scandale qui a affecté leur gardien partant, Carter Hart. On ne va pas aller en détail sur le scandale. J'ai l'impression que la plupart du monde, vous savez c'est quoi. Donc, ça a fait en sorte qu'ils ont perdu le gardien numéro 1. Ils sont allés avec Samuel Ersson, qui était le gardien numéro 2. Disons que Ersson c'est pas le même niveau que Carter Hart. Ça a été difficile par moments. Mais la bonne nouvelle pour les Flyers, c'est que pour la fin de la saison, il y a un nouveau goaler qui va arriver avec l'équipe. Il est déjà arrivé, en fait. Il arrive de la KHL en Russie. Donc, le nouveau gardien pour les Flyers, c'est Ivan Fedotov, un gardien de 6 pieds 7 pouces, 214 livres. Lui, son contrat, la semaine passée, a été résilié dans la KHL.
Il y avait déjà un contrat de signer avec les Flyers, donc ça n'a pas pris un jour qu'il était déjà avec les Flyers. Et vraisemblablement, il devrait avoir plusieurs départs d'ici la fin de la saison parce que depuis les 4 derniers matchs des Flyers, c'est 4 défaites consécutives et que seulement 1 point au classement. Donc des défaites de 4-1 face aux Panthers, 6-5 en overtime contre les Rangers et 2 défaites, je pourrais dire vraiment crève-cœur et contre des équipes beaucoup moins bien classées qu'eux au classement. Donc une défaite de 4-1 contre les Canadiens. Et une défaite surprise de 5-1 face aux Blackhawks de Chicago. Il y a aussi sûrement un peu de distraction autour de l'équipe, ce qui en fait en sorte que depuis quelques matchs, c'est beaucoup plus difficile. Il faut se rappeler, il y a quelques semaines, John Tortorella, l'entraîneur, a décidé de clouer sur la galerie de la presse le capitaine Sean Couturier. Et ça n'a pas juste été un match, ça a été 2 matchs consécutifs où Couturier n'a pas joué. Il faut se rappeler qu'il y a de ça un mois et demi, Sean Couturier a été nommé le capitaine des Flyers de Philadelphie. Donc, si on regarde la situation un peu d'un œil éloigné, on peut comprendre que Tortorella a benché, disons, Couturier deux fois de suite. Sean Couturier avait beaucoup de difficultés à ses 17 derniers matchs. Il n'y avait aucun but. Et disons, l'effort n'était pas présent. Et ceux qui connaissent un peu John Tortorella, si l'effort n'est pas présent, tu vas payer le prix. Donc, est-ce que ça a fonctionné, le message? J'ai pas l'impression. Il faut se rappeler aussi que Couturier a passé toute sa carrière pour le moment avec les Flyers et n'avait jamais été mis sur la galerie de la presse auparavant. Si on se rappelle un peu plus tôt dans la saison, les Flyers avaient échangé Cutter Gauthier aux Ducks pour le défenseur Jimmy Drysdale. Malheureusement, Jimmy Drysdale s'est blessé un mois après son arrivée. Donc, à la date limite, on a dû faire une acquisition, je dirais, d'urgence en défense du côté des Flyers. Et on s'est tourné du côté d'Eric Johnson. Disons que si on évalue les 2 défenseurs côte à côte, je dirais qu'on a opté pour un rôle un peu plus offensif avec Drysdale, pour un rôle beaucoup plus défensif avec Eric Johnson. C'est sûr que c'est un échange qui a dû avoir lieu, disons, un peu plus rapidement que les autres échanges. On avait besoin d'un défenseur pour le remplacer rapidement en vue des séries. Si on prend l'exemple, par exemple, du Lightning, qui, eux, à la perte de Miguel Sergachev, sont allés chercher Matt Dumba, qui n'est pas équivalent à Sergachev au niveau de l'offensive, mais qui peut apporter beaucoup d'offensive, tandis que Eric Johnson, ici, apporte peu d'offensive, tandis que Drysdale en apportait beaucoup plus. Donc, j'ai l'impression que dans cette transaction, les Flyers se sont un peu tirés dans le pied que de s'aider. Donc, du côté de Détroit maintenant, la 3e équipe repêchée, 80 points cette saison, un différentiel de 0 quand même. Donc, on peut dire que autant leur attaque est au neutre que leur défense. Du côté de Détroit, depuis le début du mois de mars, dans le fond, au début du mois de mars, on a accumulé une série de 7 défaites consécutives. Ça s'est continué aussi à l'entraînement lorsque Ben Sherratt et Lucas Raymond s'en sont venus aux mains. Donc, il y a eu une bataille durant la pratique et ça ne s'est pas vraiment réglé depuis. On a eu quelques victoires, mais depuis le 23 mars, on est sur une autre série, mais cette fois-ci de 4 défaites consécutives. Donc, les Red Wings qui avaient quand même très bien commencé leur saison, si on se rappelle, Alex DeBrincat, le nouveau venu, était le premier marqueur au début de la saison et avait été le premier joueur à marquer plus de 10 buts cette saison. Malheureusement, ça s'est grandement stoppé pour lui, puisqu'en 74 matchs cette saison, on ne compte que 24 buts. Il y a aussi l'arrivée de Patrick Kane,
qui, au début de la saison, on pensait qu'avec le duo Kane-DeBrincat, on aurait pu voir les étincelles qu'on avait vues à Chicago auparavant. Pour Patrick Kane, c'est 41 points à 42 matchs. De son côté à lui, je crois que le travail qu'il avait à faire avec Détroit, il l'a réalisé. Malgré d'avoir été blessé aussi entre son arrivée et le match des étoiles. 41 points en 42 matchs, c'est typique Patrick Kane. Cependant, c'est les autres joueurs qui n'ont pas été capables de suivre le rythme. Entre autres à DeBrincat. Il faut se rappeler aussi que Dylan Larkin a été blessé plus souvent qu'à son tour cette saison. Il faut se rappeler, une première fois contre Ottawa, avait été atteint à la tête et avait tombé unconscious sur la glace. Il avait manqué quelques matchs et lors de ces quelques matchs manqués, Détroit avait eu beaucoup de difficultés à remporter des victoires. C'est exactement ce qui s'est passé au début de mars. Dylan Larkin n'était pas dans la formation. Et Détroit est allé vraiment d'une équipe qui était sur le point d'être repêchée et de partir en série à une équipe qui est maintenant extrêmement loin de se faire repêcher et qui est sur le bord même, je dirais, d'être éliminée. Un des autres problèmes qui concerne Détroit, c'est bien sûr au niveau des gardiens de but. Il faut se rappeler aussi, du côté du Canadien, on avait eu un ménage à 3 cette saison. Et ça avait été, disons, laborieux. Depuis le départ de Allen aux Devils, d'autant pour Jake Allen que pour les deux gardiens du Canadien, ça va beaucoup mieux dans l'ensemble pour les trois. Et bien du côté de Détroit, on a fait exactement la même chose et on est allé d'un ménage à 3 cette saison. Cependant, le ménage à 3 est toujours présent. Donc, si on regarde les statistiques des 3 gardiens cette saison, on a premièrement Alex Lyon avec 37 matchs, 18 victoires, 16 défaites et 4 défaites en overtime, pour une moyenne de buts accordés de 3.03 et un pourcentage d'arrêt de 0.905. James Reimer, lui, 18 matchs, 9 victoires, 8 défaites, 2 défaites en temps supplémentaire. Lui aussi, une moyenne de 3.3. Et un pourcentage d'arrêt de 906. Du côté de Ville Husso, c'est lui aussi 18 matchs, lui aussi 9 victoires, 5 défaites, 2 défaites en temps supplémentaire, moyenne de buts alloués de 3,55 et le pourcentage d'arrêt de 892. Donc, c'est juste vite comme ça en regardant les statistiques des 3 gardiens, on voit vraiment que devant le filet, c'est un très gros problème du côté de Détroit. Et malgré plusieurs arrivées, plusieurs dépenses, plusieurs signatures de Steve Yzerman, il a décidé quand même de rester avec 3 gardiens. 3 gardiens qui pour moi ne sont pas des gardiens numéro 1 de la Ligue nationale. Et à la date limite, on n'a pas bougé pour aller chercher un gardien pour espérer faire une poussée pour les séries éliminatoires. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui va faire la différence du côté de Détroit et ils vont vraisemblablement pas participer aux séries. Merci beaucoup, Étienne. Avec ceci, on va maintenant passer au carré d'as de l'Ouest. Avec 4 équipes. Tout d'abord, les Prédateurs de Nashville, suivis des Kings de Los Angeles. En 3e place, les Blues de Saint-Louis. Et pour finir le top 4, le Wild du Minnesota. Donc, déjà, les Prédateurs de Nashville, ils ont à leur effectif 43 victoires, 27 défaites, 4 défaites en overtime. Et tout cela pour un total de 90 points, ce qui est pas mal. Cette saison, les Prédateurs ont connu une série historique cette saison. Une série de 18 matchs d'affilée où ils ont obtenu au moins 1 point. Et ça, c'est dû grandement, en partie, à l'excellente défense venant de Roman Josi. Également dû à leur première ligue offensive menée par Philip Forsberg, Ryan O'Reilly et Gustav Nyquist. Petite parenthèse pour Philip Forsberg, il s'agit ici de sa 2e saison où il compte 40 buts. Possibilité, il pourrait peut-être atteindre le cap des 50 buts cette saison aussi.
Et aussi, évidemment, c'est dû à l'excellent travail de leur entraîneur, Andrew Brunette. Ensuite, les Kings de Los Angeles, eux, 38 victoires, 24 défaites, 11 défaites en overtime, ce qui est assez gros pour un total de 35 défaites. On peut dire un différentiel de 3. Pour un total quand même de 87 points. Et avec eux, on va voir une tendance pour les 3 prochaines équipes. En lien avec leurs entraîneurs. Mais on va en venir. On va y venir. C'est quand même tragique ce qui est arrivé aux Kings. Parce qu'ils avaient eu un très très bon début de saison. Avec 20 victoires, 7 défaites et 4 défaites en overtime. Et quand même 20 victoires, c'est gros. C'est très gros. Et ça a fait que c'était... Et ça a été le 2e meilleur pourcentage de points dans la LNH en date du 27 septembre dernier. Ce qui est une excellente performance. Mais malheureusement, la tragédie a rapidement frappé. Avec le fait que les Kings ont perdu 14 de leurs 17 matchs suivants. Pour un streak de 3 victoires, 8 défaites et 6 défaites en overtime. Ce qui est terrible, c'est terrible. Et cela a mené au fait que, en début février, ils ont renvoyé l'entraîneur-chef Tom McClellan, qui a été remplacé par Jim Hiller. Ensuite, les Blues de Saint-Louis. Ceux-là, ils ont 39 victoires, 31 défaites, 4 défaites en overtime, pour un total de 81 points. On remarque avec ces 3 équipes-là, ça va être le même avec le Wild, mais encore plus avec le Wild. On dirait qu'ils n'ont même pas 50% des matchs qu'ils ont joués, ils n'ont même pas de victoire. À la limite, ils ont gagné la moitié de leur match joué. C'est quand même un peu alarmant pour eux. Bon bref, retour aux Blues. Ceux-là, c'est un peu l'inverse. Eux, ils ont souffert d'un très très mauvais début de saison. Avec 13 victoires, 14 défaites et une défaite en overtime. Ils ont 2 défaites de plus que de victoires. C'est quand même mauvais pour le moral. Donc du coup, ils ont aussi renvoyé leur entraîneur-chef, Craig Berube. Mais ça a été après une défaite de 6-4 contre les Wings. Mais après ça, quand même, ils ont eu leur nouvel entraîneur, Drew Bannister, les a aidés à s'améliorer davantage. Mais malheureusement, ça n'a pas été trop le cas pour le Wild du Minnesota. Eux, 35 victoires, 28 défaites, 10 défaites en overtime pour seulement 79 points. Ils ont au total 38 défaites et 35 victoires, un différentiel de moins 3. D'ailleurs, je dirais que ce qui les a vraiment ruinés, c'est lorsqu'ils ont décidé de laisser un filet ouvert en overtime lors d'un match contre les Golden Knights. Ce qui a mené à leur défaite. D'ailleurs, la règle est claire. Si les Golden Knights marquaient, ce qui s'est passé, le point qui allait être donné au Wild allait être annulé. Et en plus, en début de saison, le Wild avait renvoyé leur entraîneur-chef, Dean Evason, en début de saison. Donc, c'était vraiment une grosse tendance cette saison. Des renvois d'entraîneur-chef à la LNH, c'est fou. Si on regarde une équipe qui déçoit beaucoup cette saison, à comparer à la saison dernière, c'est le Kraken de Seattle. Si on regarde cette saison en 73 matchs, c'est 30 victoires, 30 défaites et 13 défaites en overtime pour 73 points. La saison dernière, ça a été la première équipe repêchée pour les séries éliminatoires après leur première saison désastreuse qu'ils ont eue lors de leur première saison d'expansion. Donc, leur deuxième saison, ça a été 82 matchs, 46 victoires, 28 défaites et 8 défaites en temps supplémentaire pour 100 points exactement. Un différentiel de plus 33 l'an dernier. Malheureusement, cette saison, leur différentiel, c'est moins 18 et il y a quelques explications à ça. Si on regarde les meilleurs pointeurs cette saison, tu as Jared McCann, le premier, avec 58 points. Oliver Bäckstrand avec 50 points et Vince Dunn avec 45 points. Ça, c'est leur top 3 cette saison des meilleurs pointeurs. Si on regarde
vis-à-vis la saison dernière. C'était Jared McCann, leur premier pointeur, avec 70 points, Vince Dunn, 64, et Jordan Eberle avec 63. Ce qui frappe vraiment cette saison, c'est comment tous les joueurs qui ont eu une saison remarquable l'an dernier, au niveau des buts, cette saison, c'est beaucoup plus difficile. Si on prend l'exemple de McCann, qui l'an dernier, en 79 matchs, a eu 40 buts. Cette saison, seulement 27 buts en 72 matchs. Donc, c'est une baisse de production énorme pour l'attaquant. Si on regarde du côté de Vince Dunn, lui, malheureusement, pour le moment, blessé. Quand même 45 points, 11 buts en 50 matchs. Si on regarde du côté de la saison dernière, Vince Dunn avait connu une saison remarquable. 81 matchs, 14 buts, 50 passes pour 64 points et un différentiel de plus 28. Ce qui frappe aussi beaucoup cette saison, c'est le différentiel des joueurs. Si on regarde la saison dernière, les 6 premiers meilleurs marqueurs de l'équipe étaient tous dans le plus du côté du différentiel. Et cette saison, il n'y a seulement que Vince Dunn et Jordan Eberle qui sont dans le plus. McCann, Bjorkstrand, Tolvanen et Matty Beniers sont tous dans le moins. Une autre chose aussi qui peut expliquer les déboires du Kraken, c'est bien sûr la saison de misère que connaît Matty Beniers, le jeune centre. 68 matchs cette saison, 12 buts, 20 passes pour 32 points seulement. Différentiel de moins 10. Si on regarde avec la saison dernière, qui était sa saison recrue, Matty Beniers, en 80 matchs, avait eu 24 buts, 33 passes, 57 points pour un différentiel de plus 14. Donc, c'est vraiment frappant comment le niveau défensif cette saison du côté du Kraken fait vraiment défaut. Et Matty Beniers va pas passer à côté d'une deuxième saison qui vraiment, pas pour chaque joueur, mais pour la plupart des joueurs qui s'en sont à une deuxième saison dans la Ligue nationale, la deuxième saison est beaucoup, beaucoup plus difficile que la première. Il faut aussi spécifier que Matty Beniers, cette saison, a été placé sur le premier trio et faisait face à tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale lorsqu'il jouait contre eux. Donc, c'est peut-être un truc pour un jeune joueur qui est pas à faire, ou disons que peut-être la préparation de Matty Beniers pour ce genre de rôle était pas assez perfectionnée pour cette saison. Aussi, au niveau des gardiens de but, c'est un truc aussi au niveau du Kraken qui fait défaut. Il y a plusieurs équipes dans la Ligue nationale qu'au niveau du gardien de but, on a un problème flagrant. Si on prend exemple du Kraken, on a 2 gardiens cette saison. On a Joey Daccord et Philippe Grubauer. Au début de la saison, c'était Grubauer le numéro 1. S'est blessé au cours de la saison et c'est Daccord qui a pris la relève. Si on regarde Grubauer cette saison, 30 matchs, 11 victoires seulement, 13 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire. Une moyenne de buts alloués de 2,93, ce qui n'est pas si mal, mais quand même un peu trop. Et le pourcentage d'arrêt de 897, c'est affreux pour un gardien de but de la Ligue nationale. Tandis que Daccord, depuis la blessure de Grubauer et depuis qu'il a pris le filet, c'est 47 matchs, 18 victoires, 16 défaites et 11 défaites en temps supplémentaire, ce qui est beaucoup trop. Une très bonne moyenne de 2,42 et un pourcentage d'arrêt de 918. Donc, j'ai l'impression que le Kraken ont voulu miser beaucoup sur Philippe Grubauer, qui, il faut se rappeler aussi, la saison dernière, avait une saison misérable. C'est 39 matchs, 17 victoires, 14 défaites et 4 défaites en temps supplémentaire, moyenne de but de 2,85 et un pourcentage d'arrêt de 895. Donc, j'ai l'impression que si le Kraken veut avancer, il faut faire une croix définitive sur Philippe Grubauer et laisser le filet vraiment à Joey Daccord, qui prouve quand même qu'il peut être gardien numéro 1 dans la Ligue nationale et qu'il peut aider le Kraken peut-être à faire une remontée la saison prochaine au classement.
Merci Étienne. De mon côté, je vais foncer vers les Penguins de Pittsburgh qui, pour de vrai, tout va mal pour cette équipe-là. Et je vais d'ailleurs m'attarder sur deux joueurs de défense, Chris Letang et Erik Karlsson. Donc, le 24 mars dernier, les Penguins affrontaient les puissants Avalanches du Colorado et ils gagnaient 4-0. Donc, quand même une avance assez relaxante. Tu gagnes 4-0, tu continues à mettre de la pression offensive et tu gardes une certaine constante en défense pour éventuellement gagner. Ils se sont fait remonter 5-4. Donc, ça montre qu'à Pittsburgh, défensivement, ça marche plus. Donc, je vais tout de suite foncer vers Chris Letang, que je trouve qu'il joue le pire hockey de potentiellement sa carrière. Ce gars-là, tu sais, 35 passes, 8 buts, c'est pas une saison... dégueulasse. C'est pas une saison qui fait dur. 24 minutes 44 secondes de temps en moyenne par match. On le fait jouer sur le power play, sur la première unité du power play. Mais défensivement, ça marche pas. Je pense que j'ai plus souvent vu Chris Letang slammer son hockey sur la cage que de faire une belle passe et un beau jeu. Et je pense d'ailleurs au fameux but de Brad Marchand qui fait juste slasher son bâton de hockey pour éventuellement marquer. Donc, on paye ce gars-là quand même 8 millions par année avec un cap hit de 6,1 millions. Et Chris Letang, son contrat finit en 2028. Donc, c'est encore 4 ans de Chris Letang. Là. Donc, comme j'ai dit, Chris Letang joue vraiment le pire hockey de sa carrière. C'est absolument désastreux, honnêtement. Un défenseur qui a quand même un talent assez particulier. C'est quand même un défenseur qui peut jouer très bien offensivement, mais défensivement, ça marche pas du tout. Et Erik Karlsson s'en sauve pas non plus. C'était sûr qu'Erik Karlsson n'allait pas refaire une saison de 100 points comme l'année passée avec les Sharks de San Jose, mais lui, 24 minutes, 20 secondes de temps sur la glace par match, 38 passes, 8 buts pour 185 tirs au but. Offensivement et défensivement, c'est pas tant le Erik Karlsson qu'on connaît. Et à ses 5 derniers matchs, c'est aucun point et un plus ou moins de -1, malgré un temps sur la glace au total de 120 minutes et 8 secondes. Moi, je suis convaincu que Kyle Dubas, le directeur général des Penguins de Pittsburgh, a mis juste tout le paquet sur Erik Karlsson cet été en l'amenant à Pittsburgh. Puis je fais partie des gens qui se disaient Pittsburgh, oui, Erik Karlsson, il a plus de 30 ans et sa carrière est plus proche d'être finie que d'autres choses. Mais sans points, écoute, on peut espérer quelque chose. Les Penguins de Pittsburgh se sont complètement... Le dernier quart de la saison, ils se sont complètement écroulés, ils se sont effondrés. Ça marche plus. Je trouve que le seul joueur qui réussit quand même à avoir une certaine constance, c'est Sidney Crosby. C'est lui qui mène son équipe au terme des buts et des points, malgré lui aussi son âge avancé. Donc, Kyle Dubas, il a essayé d'avoir un triple 7 au hockey avec son move sur Erik Karlsson, mais à la fin de la journée, ça a juste été un défenseur de plus, j'irais même dire un vieillard de plus dans une équipe remplie de vieillards. Chris Letang est vieux. Evgeny Malkin est vieux. Il y a quelques saisons, on disait « ça se peut que ce soit la dernière saison de Malkin à Pittsburgh. » Il est encore là. Crosby, c'est le cas à part parce que malgré son âge, il continue d'être dans le top 20 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Donc, je sais honnêtement plus quoi penser de Pittsburgh à part qu'ils méritent absolument d'être à la place où est-ce qu'ils sont en ce moment. Merci, Jay. Parlons un peu du gagnant des All-Stars, un des meilleurs joueurs à mon avis, Connor McDavid, est en route pour avoir une saison avec 100 passes. La saison dernière, il a atteint un plateau de 64 buts et 89 assists et il a même gagné le Hart Trophy pour ses buts marqués.
Cette saison, on pensait peut-être un peu à la même chose, mais il nous a surpris avec une stratégie différente. Non, j'essaie pas de marquer des buts, mais plutôt je m'en vais vers faire des passes, dit McDavid dans une entrevue. En effet, il ne gagnerait pas la course pour le meilleur buteur, mais le défi qu'il s'est donné avec les passes est incroyable. Ce record a été fait seulement 13 fois par juste 3 personnes. Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Bobby Orr. Mais je trouve ça quand même plate pour McDavid, car imagine avec ses 100 passes qu'il va sûrement réussir et qu'il aurait fait 50 buts, comment son nom serait même plus gros. Il en a seulement 26, mais ça change pas le fait que le tout est vraiment impressionnant. McDavid a présentement 96 passes, il lui reste 10 matchs à jouer cette saison. Je suis sûr qu'il va réussir les plateaux des 100 passes et de mettre un autre record dans sa poche. Merci beaucoup, Chloé. Et de mon côté, on va parler des buteurs de 50 buts cette saison. J'en ai retenu 3, dont 2 qu'on a mentionnés précédemment. Le premier étant Samuel Reinhart pour les Panthers de la Floride. Il a atteint le plateau des 50 buts lors d'un match contre les Flyers de Philadelphie avec 2 buts marqués, qui s'est conclu avec un score de 4-1 en faveur de son équipe. Ce match et cette victoire avait d'ailleurs mis fin à une série de 4 défaites d'affilée pour les Panthers. Avant cette saison-ci, la meilleure saison de Reinhart était de 33 buts, et c'était encore une fois avec les Panthers de 2021 à 2022. Comparativement à cette saison-là, où il a un score de 52 buts, comparément à son autre saison de 33, c'est simplement une montée en flèche incroyable. Surtout que présentement, Reinhart est agent libre à la fin de la saison. Deuxième buteur de 50 buts, Zach Hyman avec les Oilers d'Edmonton. Hyman avait marqué son 50e but lors d'un match contre les Sénateurs. Mais malheureusement, c'est un match qui s'est terminé en faveur des Sénateurs avec un score de 5-3. Mais tout de même, il a atteint le plateau des 50 buts, ce qui est impressionnant en lui-même. Sa meilleure saison avant celle-ci était une saison de 36 buts avec les Oilers de 2022 à 2023. Également une montée en flèche incroyable comparativement à cette saison de 36 buts. Et finalement, notre troisième buteur de 50 buts, celui-là, c'est le plus croustillant, à mon avis, c'est Auston Matthews avec les Maple Leafs de Toronto. Matthews a compté son 50e but cette saison lors d'un match contre les Coyotes de l'Arizona le 20 février dernier à 5 minutes 1 à la première période. Avec ça, Matthews a battu son record de 50 buts en 62 matchs, que Kevin Stevens avait également battu lors de sa saison de 92 à 93 avec les Penguins de Pittsburgh. Et en plus de ça, Matthews est présentement le joueur actif qui a atteint le plateau des 50 buts le plus rapidement possible. Il a même battu le record de Connor McDavid qui lui l'avait fait en 61 matchs la saison dernière. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est Wayne Gretzky qui maintient le record des 50 buts atteints le plus rapidement possible avec 39 matchs, ce qu'il avait fait lors de la saison de 1981 à 82 avec les Oilers. J'aimerais revenir vite sur le Lightning de Tampa Bay un peu et tout particulièrement sur Nikita Kucherov. Ça fait plusieurs saisons que Kucherov est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale et sinon le meilleur joueur du Lightning. Puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Si on regarde un peu partout, si on écoute un peu partout, ceux qu'on entend la plupart du temps, c'est Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Auston Matthews. Mais t'entends pas beaucoup parler de Kucherov. Pourtant, Kucherov, en 2018-2019, c'est 128 points. La saison dernière, 2022-2023, 113 points. Cette saison, présentement, 126 points. Il est le deuxième meilleur pointeur de la Ligue nationale derrière MacKinnon avec 127. Et il a aussi 42 buts cette saison, ce qui est son plus haut total en carrière depuis qu'il a commencé à jouer dans la Ligue nationale.
Faut aussi regarder au niveau des plus et moins en carrière. Nikita Kucherov est plus 135 depuis le début de sa carrière. Il a gagné 2 Coupes Stanley avec le Lightning. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Vasilevski, leur gardien numéro 1, a été blessé pendant les 3 premiers mois de la saison. Et c'est vraiment Kucherov qui a pris la charge de travail sur son épaule et vraiment c'est lui, dans le fond, qui a permis au Lightning d'être positionné encore dans une position où ils peuvent faire les séries avec sa récolte de 126 points. Je trouve ça quand même un peu plate qu'on parle pas souvent de Kucherov pour les bonnes raisons, mais par exemple, à la seconde qu'on a une bonne raison de parler en mal de lui, on va le faire. Je prends l'exemple de ce qui est arrivé au match des Étoiles. On a vu que Kucherov avait pas vraiment envie d'être là. Il prenait vraiment le match des Étoiles à la légère. Et de mon point de vue, c'est un peu normal. Si on regarde toutes les saisons qu'il a réalisées depuis la saison 2018-2019, il y a toujours plus de points que de matchs de jouer. C'est un joueur dynamique. C'est un joueur qu'à chaque match, il va se présenter quand ça compte. Si on regarde au niveau du match des Étoiles, c'est un match et c'est une fin de semaine pour divertir. Oui, je peux comprendre, mais il faut aussi comprendre qu'il y a les joueurs de la Ligue nationale travaillent pendant plusieurs mois d'affilée, non-stop, pour avoir des performances. La saison est longue. Puis des fois, c'est un peu comprenable que quand on arrive dans un match des Étoiles, on n'a pas envie de se mettre à 100%, puis on essaye de prendre ça relax, puis de se reposer un peu sur une saison de 82 matchs, et en plus sur des séries qui peuvent s'étaler pendant bien longtemps. Je vais laisser la parole maintenant à Chloé et Raphaël qui vont nous parler de certains gardiens en particulier. Merci Étienne. Nous avons reçu une nouvelle intéressante qui s'est annoncée le 30 mars pendant une partie des Rangers contre les Coyotes de l'Arizona. Le gardien Jonathan Quick, avec ses 392 victoires en carrière, devient le meilleur gardien avec le plus de victoires qui est né aux États-Unis. Merci Chloé. De mon côté, nous avons Alexander Georgiev, le numéro 40 de l'Avalanche du Colorado, qui a le record en matière de victoires pour tous les gardiens de but de la LNH, avec 37 victoires, une moyenne de 2,85 et un pourcentage d'arrêt de 0,901. D'ailleurs, avant le match des Étoiles, la moyenne d'arrêt de Georgiev est tombée en dessous du 0,900, mais il a réussi à la faire remonter au-dessus du 0,900, ce qui est absolument incroyable. Ceci étant dit, mesdames, messieurs, on va maintenant passer à notre rubrique Faits divers, en se dirigeant vers le Japon où se déroule le 5e James Bond avec Sean Connery. On ne vit que 2 fois. Un petit résumé du scénario pour ce film. Les États-Unis ont lancé une navette spatiale autour de la Terre pour une quelconque opération vers des analyses, quoi que ce soit, quand soudainement un vaisseau non identifié, littéralement, gobe la navette américaine. Personne ne sait où elle s'est retrouvée, ni même d'où vient ce vaisseau non identifié, malgré le fait que les Américains soupçonnent que ce sont les Russes qui sont responsables. Évidemment, les Russes ne sont pas d'accord avec ça. Les Anglais les défendent d'ailleurs. Mais le fait est que les Américains prévoient d'envoyer une seconde navette spatiale et ils envoient cet avertissement. Si ce genre d'affaires-là se passe une deuxième fois, ce sera la guerre entre les États-Unis et l'URSS. Parce que, encore une fois, James Bond, du moins les James Bond de cette période, de la période que je dis pré-Judi Dench, se passe durant la guerre froide. Donc, il y a encore le conflit entre les États-Unis et la Russie, ou l'URSS. Et donc, dans ce film, James Bond va aller au Japon, où M suppose... En fait, d'ailleurs, au début, James Bond a fait croire qu'il est mort. Il a faké son assassinat. Et du coup, avec cette couverture en extra, M l'envoie au Japon, où il suppose que c'est de là que le vaisseau non identifié est provenu, et c'est peut-être là que se trouve la navette volée. Et donc, James Bond s'en va au Japon pour
trouver la vérité et peut-être voir si le spectre est impliqué. Moi, honnêtement, c'est un de mes Bonds préférés de l'ère Sean Connery. C'est peut-être un des films de Sean Connery qui est un petit peu plus over the top. Là, on est rendu dans l'espace. La base des méchants est dans un volcan. C'est peut-être rendu une coche de plus intense dans l'imagination, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est un petit peu plus flyé, si on veut. Mais en fait, je voulais parler de la musique du film. Il y a beaucoup de thèmes musicaux importants qui définissent un moment particulier dans le film, puis c'est des thèmes musicaux qui sont assez mémorables, comme le thème musical de l'engin spatial du Spectre qui vient, je vais le dire comme ça, avaler en fait, capturer les vaisseaux des États-Unis et de l'URSS. Donc, c'est un thème musical menaçant, très suspenseful, qui coche la case vraiment du thème musical des méchants. Je pense aussi au petit thème musical quand Bond s'est fait capturer, il se fait mettre dans la cabine numéro 7 du Ningpo. Donc, quand le scalpel se fait introduire par le numéro 11. Donc, on a au thème au violoncelle qui est très menaçant aussi. Donc, il y a plein de petits thèmes musicaux dans ce film-là que j'aime beaucoup, qui sont comme, ok, il y a vraiment une atmosphère de méchant ou de gentil, peu importe. Non, le fameux pa qui est un peu le thème musical de héros des films de Sean Connery, de Bond. Donc, non, musicalement, ce film-là est vraiment sur la coche et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, honnêtement, à date, sur les 4 films que nous avons discutés dans les derniers podcasts, You Only Live Twice, c'est personnellement mon film favori. L'intro avec la musique est magique, ça joue dans ta tête toute la journée. Le film se déroule au Japon et ça montre vraiment la culture avec les sumo. Moi, je trouve ça vraiment bon, les sumo, c'était drôle. Sinon, déjà, le début du film, il faut que tu comprennes qu'on fixe sa mort avec le lit de Murphy. C'est une très bonne scène aussi qui fit bien avec le titre. Sinon, James Bond devient japonais avec son physique pour qu'il habite sur l'île sans qu'il se fasse soupçonner. Moi, je veux faire un petit parallèle avec ce qu'on avait parlé un peu lors du dernier podcast. Moi, Raphaël, on avait dit que le plan du Spectre avec les bombes, c'était un plan extrêmement élaboré, extrêmement complexe. J'aimerais dire que le plan du MI6, de M et de James Bond de faker sa mort et tout le plan pour essayer de retrouver où sont les navettes, c'est un plan extrêmement complexe, extrêmement dangereux et ça aurait pu vraiment mal tourner. Si on réfléchit, premièrement, James Bond va faker sa mort, comme on l'a dit, mais il va faker sa mort en Chine, faut le préciser, c'était pas au Japon. Par la suite, il va se faire jeter par-dessus bord d'un navire sous de faux funérailles pour ensuite aller se retrouver dans le fond de la mer et se retrouver par la suite dans le sous-marin où M est situé pour cette mission. Puisque la mission est une envergure extrême, M a même fait le voyage pour l'occasion. Petit fait cocasse aussi, c'est un des seuls films de James Bond où James Bond ne va pas conduire de voiture. Si on se rappelle, pendant le film, la seule personne qui va conduire une voiture, c'est l'agent qui travaille avec Tanaka, qui est le chef des renseignements japonais, Aki. 2 fois, elle va conduire la voiture et jamais Bond va conduire puisque Tanaka, lui, se déplace en train. Un petit secret du tournage, donc l'hélicoptère de poche que James Bond va utiliser pour aller faire sa ronde, si on veut, pour essayer de trouver l'entrée du cratère, ça a été mis au point par Ken Wallace. C'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. C'est un ex-lieutenant-colonel. Et il aura fallu 85 véritables vols pour boucler une scène d'anthologie de 7 minutes pour l'écran. Tout ça a été tourné, bien sûr, en studio. Un autre petit secret de tournage.
Pour réaliser la construction du repère de Blofeld dans le volcan, ils auront eu besoin de 250 ouvriers qui ont travaillé 7 jours sur 7. Lorsque la réalisation et la construction a été terminée, l'ouvrage était visible à 6 km à la ronde. Pour en revenir à Blofeld, c'est la première fois à l'écran et dans la saga James Bond qu'on voit enfin le visage de Ernst Stavro Blofeld, qui est joué dans ce film par l'acteur Donald Pleasence, qui a surtout été connu plus tard, dans la prochaine décennie, avec la saga de films Halloween, la fameuse saga de films d'horreur de John Carpenter. Donc, évidemment, c'est la première fois qu'on voit le fameux, le pire ennemi de James Bond. Et évidemment, Pleasence, enfin Blofeld, dans le film, est reconnu physiquement par son espèce de cicatrice au visage et évidemment son fameux chat blanc. Donc évidemment on voit à quel point Blofeld est un homme que son but est uniquement de dominer le monde, même qui était en plus d'aller causer une guerre entre les États-Unis et l'URSS, une guerre non froide mais une guerre qui aurait pu tourner mondial. Donc, je trouve que Donald Pleasence était un excellent casting. Il a vraiment bien incarné ce qu'un chef d'une clique de mégalomanes, si on veut. Donc, j'ai trouvé que Donald Pleasence a été vraiment excellent dans le film. Deux petites observations de mon côté. Tout d'abord, on ne vit que 2 fois. C'est la première fois qu'on introduit l'idée que James Bond est un commandeur de la marine. C'est un terme qui reviendra plusieurs fois au fur et à mesure des films suivants. Et aussi, Charles Gray, qui joue Anderson dans le film, plus tard, il va jouer Ernst Stavro Blofeld dans Diamonds Are Forever. Ça aussi, malheureusement, c'est un truc qui me déplaît un peu. C'est un peu la même chose comme j'avais dit lors du dernier podcast sur Felix Leiter. Pour ceux qui n'ont pas vu les films, on va pas trop spoiler, mais vous aurez compris que à partir de ce film-ci, où on voit Blofeld pour la première fois visuellement, de son visage en tout cas, à chaque film, jusqu'à la série de Daniel Craig, ce sera des Blofeld différents à chaque film. C'est ce qui est pour moi un peu le manque de continuité. Felix Leiter, on peut s'en passer que ça soit le même acteur, puisque c'est un personnage qui, oui, est récurrent, mais pas au point de Blofeld. Blofeld, c'est vraiment l'antagoniste principal de cette série avec Sean Connery. Puis, ça aurait été plaisant que ça aurait été le même acteur pour toute la série lorsque finalement on voit son visage. Parce que malheureusement, on ne peut pas vraiment s'attacher à Blofeld par la suite, puisque ce sera toujours un nouvel acteur qui va l'incarner, jusqu'à ce que Daniel Craig arrive et que ce sera le même Blofeld au cours des mêmes films. Incarné par le grand Christopher Waltz. Faut quand même préciser que à la fin de tout ça, James Bond va quand même réussir sa mission. Et puis, il va détruire, parce qu'il faut le préciser aussi, lorsque James Bond va trouver la cachette de Blofeld. Donc, lorsqu'il est arrivé premièrement accompagné de sa, entre guillemets, femme, qui lui sert d'alibi pour, disons, approcher le domaine. Il va lui demander d'aller chercher Tanaka et toutes les ninjas qu'il a avec lui, ou les guerriers, c'est selon. Puis, lors de l'attaque de Tanaka sur le domaine de Blofeld, si on veut, dans le cratère, Blofeld va miraculeusement pouvoir s'enfuir. Mais lors de sa fuite, James Bond va réussir à stopper une navette spatiale qu'ils ont envoyée juste avant pour intercepter celle des Américains
qu'ils avaient lancée un peu plus tôt. Et on se rappelle que si quoi que ce soit arrivait à la navette américaine, il y aurait une guerre qui aurait été déclarée entre l'URSS et les États-Unis. Mais James Bond, avec, encore une fois, quelques secondes avant l'hameçonnage, si on veut, réussit à désintégrer la capsule et par la suite réussit à se sauver avec les ninjas, soldats, peu importe comment vous voulez les appeler, et Tanaka, avant que Blofeld lui fasse exploser la base. Petit fait cocasse aussi sur cette explosion, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça se voyait à 6 km à la ronde, l'installation construite par les 250 ouvriers. Il faut aussi préciser que lors de l'explosion de la maquette, si on veut, le chat blanc de Blofeld a disparu et est revenu seulement 4 jours après cette explosion. Donc il a pris peur et il s'est sauvé. Merci beaucoup pour ce fait cocasse, Étienne. Et avec ceci, nous pouvons conclure ce 11e épisode de Sur ce bonne soirée. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été instruits autant que divertis comme à l'habitude. Et nous vous reverrons la semaine prochaine. C'était Raphaël avec Étienne, Jérémy et Chloé. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et sur ce, bonne soirée.